maison qui est vraiment très très mal isolée. Là, effectivement, on va se retrouver avec des factures de 3000, parfois 3500 euros à l'année. Nous, dans notre maison, on consomme environ 200 à 300 euros de chauffage par an. En construction neuve, on a tendance à générer des problèmes qu'on va devoir traiter a posteriori. Et en fait, le souci ne va pas être sur le confort d'hiver, il va surtout porter sur le confort d'été. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Super, super. C'est votre première interview pour Local House? Sous la forme d'un podcast, oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter justement rapidement et expliquer un petit peu ce qu'est Local House? Oui. Donc moi je m'appelle Gauthier Mathieu, je suis co-gérant avec ma femme, Esra, je vais me recadrer, de la société Localos. C'est la société, elle est spécialisée dans la construction de maisons à haute performance thermique. Souvent une approche au standard du passif. Alors, Local House, c'est le diminutif de Low Calorie House. C'est traduit de l'anglais, ça veut dire maison basse consommation. Et en fait, c'est de produire une maison peu énergivore à l'usage, mais qui est aussi pensée avec une certaine sobriété dans sa conception et sa fabrication. Ok, super. Donc aujourd'hui, c'est possible justement de construire une maison qui consomme presque rien du tout et en restant assez accessible financièrement, c'est ça? Ouais, oui, clairement, c'est possible. Mais nous, ce qu'on a pu constater, c'est que c'était pas possible en reproduisant exactement les habitudes de construction. Savoir qu'aujourd'hui, même en construction neuve, on a tendance, par automatisme de construction et de conception, à générer des problèmes qu'on va devoir traiter a posteriori. Et cette tendance, elle est surtout liée au fait que dans les disciplines du bâtiment, tout est bien compartimenté, chacun fait son travail, et il y a relativement peu de communication entre les corps de métier. Ok, ouais, c'est sûr. Notamment, ce qu'on peut citer, c'est vraiment, pour l'exemple qui nous concerne, nous, c'était les ponts thermiques, par exemple. Donc, tout ce qui concerne le structurel d'un côté, l'isolation de l'autre. En général, chacun traite sa partie. L'entreprise en charge du structurel, bon, ben, il va faire ce qu'il faut pour que ça tienne debout. Et celui qui gère l'isolation derrière, ben, il va boucher les trous. Dès le départ, ce qu'on a bien identifié, c'est ces problèmes de ponts thermiques dans le structurel. Ok, ça vous permet d'avoir, j'imagine, de la meilleure qualité puisque vous gérez toute la structuration et en plus des Oui. coûts qui sont moindres comme vous passez pas par d'intermédiaire. Oui, clairement. Le fait de pouvoir faire les deux, le structurel et le thermique, bah, ça nous permet de traiter le problème en amont, dès la conception. Ok, Tout simplement, en fait, c'est de ne pas générer le problème, pour ne pas avoir à le traiter a posteriori. c'est clair. Ça Ok, a été vraiment l'idée forte de l'entreprise dès le départ. ok. Low Calorie House, depuis combien de temps et qu'est-ce que vous faisiez vous avant et sera aussi? Alors, Local House, ça existe depuis 2018. D'accord. Donc, avant de créer Local House, nous, on était en Turquie. Avant la Turquie, j'étais en France. Et j'avais une entreprise de charpente traditionnelle. Et j'ai rencontré ma femme en France. Et ensuite, j'ai décidé de partir en Turquie. J'ai une formation de charpentier. D'abord le CAP et ensuite les compagnons du Tour de France. Ok. Très très bonne formation, hein, humaine, avec une vraie exigence. Mais on apprend seulement notre métier. On est spécialisé en charpente et en structure. Et du coup, on est destiné à reproduire ce qu'on a appris. En allant en Turquie, on se rend compte qu'on ne peut pas exercer le métier qu'on a appris en France. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, tout est bien compartimenté. Mais ce qui est un peu moins le cas en Turquie. Il n'y a pas de culture de la construction bois. Et donc, j'ai dû élargir mes compétences en construction. Et c'est véritablement là que j'ai acquis des compétences un peu annexes et connexes dans le bâtiment. Finalement, on a créé quelque chose d'un peu hybride. Moi, j'ai apporté ce que je savais faire et j'ai composé avec ce qui existait sur place. Ok, Il y a aussi les conditions climatiques qui sont un peu différentes. c'est En clair. tout cas, là, nous, on était implantés en Turquie, plutôt côté Méditerranée. Donc là, on était vraiment axé sur le confort d'été. Ok, super. Donc vous créez Local House en 2018. Vous pouvez nous parler de votre premier projet, comment ça s'est déroulé? Quelle était la sensation de ce premier projet? On n'a pas débarqué en métropole avec l'idée de créer une entreprise et puis avec l'idée du concept. Ouais. On est rentré en 2016 et on avait un budget relativement contraint et on voulait construire notre propre maison. Donc quand on est arrivé en France, on regarde un peu qu'est-ce qui existe, comment la construction a évolué. On voit bien qu'il y a des propositions sur les systèmes constructifs, notamment le passif, quand on est très exigeant sur la performance thermique. Mais le problème, c'est qu'on explose les budgets. Donc on a essayé de comprendre pourquoi. Donc c'est là que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, problème de
d'interface au moment de la conception entre le structurel et le thermique. Donc ça, c'est l'idée. C'est vraiment en autoconstruction qu'on a qu'on a créé le concept. Ok, Et au départ, on a créé une micro-entreprise en 2017, il me semble. L'idée, c'était pas de vendre des maisons, c'était surtout de communiquer autour du concept et de se créer une image. ok. On débarquait, personne ne nous connaissait. Et c'est ce que vous avez réussi à faire, puisque un an après, vous créez la société, du coup, non? Ouais, exactement. Effectivement, et là, je peux répondre à votre question sur le premier projet. On a eu la chance d'être accompagné par la Chambre des métiers. Le concept, on a déposé un brevet sur un système constructif. Donc, c'est vraiment un brevet qui porte sur la façon dont on va agencer la structure pour former un bâtiment. Pas du tout un produit. Et pour le coup, la Chambre des métiers nous a accompagnés, elle nous a poussé à rencontrer Transtech, c'est une association qui accompagne les porteurs de projets pour les dépôts de brevets. Et de fil en aiguille, on a obtenu un prix de l'innovation départementale. Ok. Ça permet d'avoir une véritable visibilité et une crédibilité, surtout sur un marché où personne ne nous connaît. On n'a jamais travaillé avec des promoteurs. Ce sont tous des particuliers. Après, ça peut être aussi des architectes. D'accord. Et donc, Local House, depuis 2018, ça compte combien de maisons qui ont été construites depuis le début, depuis le commencement? Bonne cinquantaine. Bonne Ok. cinquantaine de projets. Ouais. Des projets de différentes tailles. Pour revenir au premier projet, c'était vraiment un très gros projet mené avec un architecte, avec qui on a eu la chance, qui nous a fait confiance, et avec qui on a pu, dès le départ, dès la conception, intégrer notre système à son projet. Et ça, c'était vraiment une chance inouïe. En général, il y a vraiment deux types d'aventures avec les architectes. Ficelle, ils envoient tout aux entreprises et puis les entreprises chiffrent le projet. Et souvent avec des gros problèmes de conception. Là, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il y a eu un vrai partenariat et on a pu d'entrée de jeu tester le projet, tester le concept sur son projet avec des modifications qu'il a accepté de faire et avec un projet relativement conséquent. Il y avait 300 à 400 mètres carrés de surface de plancher. Ok. Et donc, quand on passe à une échelle un petit peu supérieure, on arrive à tester des études aussi structurelles, voir comment se comporte le concept sur des grandes échelles. Ça a été réellement une chance pour nous. Outre le fait qu'on a pu tester le projet, ça a apporté quand même, ça a permis de faire rentrer de l'argent dans l'entreprise et vraiment de la lancer, de la mettre sur les rails. Ouais, c'est clair, je comprends. Bah, sur un beau premier projet comme ça, c'est clair. D'ailleurs, enfin, je voulais savoir à combien est-ce que vous avez chiffré ce premier projet, un projet d'une maison entre 300 et 400 mètres carrés. Est-ce que ça, par exemple, vous êtes à l'aise d'en parler ou pas forcément? Oui, oui, bien sûr. Non, non, il n'y a pas de tabou. Hein. Il faut d'ailleurs en parler. Ça permet de mettre en confiance les clients. Ce projet-là, pour notre partie, parce qu'on n'a pas tout fait, ce projet-là, on a géré le structurel, les finitions extérieures, l'isolation, l'étanchéité à l'air. Je pense de mémoire qu'on était entre 200 et 300 000 euros. Ok, Et c'était de cet ordre-là. On n'avait même pas les menuiseries, donc on n'est pas vraiment sur un ordo-ordé, on est plus sur un ordo un petit peu abouti. ok. Ça, c'était uniquement votre partie ou c'était la totalité? Ah non, c'était uniquement notre partie. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez eu du coup une idée de tout le projet J'ai jamais vu les chiffres, mais on est à plus d'1 million. Ok, d'accord. Oui, Ok, oui. super. Oui, pour information, c'est un projet qu'on peut voir sur le site qui est mis en avant. Ça ressemblait presque à un hôtel en fait. Ok. Il y avait plusieurs chambres, c'était une maison de vacances montée par un collectif de particuliers. Le site, on le mettra en description d'ailleurs. Il est très complet, donc c'est super agréable de se rendre dessus. On a passé beaucoup de temps à le faire. J'imagine, ouais. J'imagine. Ok, et donc là, pour rentrer plus dans la partie technique, aujourd'hui, bon, j'imagine que tous les projets ne se ressemblent pas, mais quelle est la différence entre faire appel à une société de construction assez basique pour construire sa résidence principale, par exemple, ou alors de faire appel à vous? Justement, on parlait de notions de bioclimatisme et performance technique. Comment ça se passe concrètement si vous deviez expliquer comment fonctionne votre maison à un particulier qui comprend pas forcément toutes les notions techniques? En soi, on n'est pas tellement différent d'une entreprise lambda. Ça va beaucoup se jouer sur le soin qu'on va apporter à la construction. Évidemment, le concept aussi, le concept qu'on utilise parfois, mais parfois pas. Pour rentrer dans le détail, le concept, il consiste à agencer les uns à côté des autres des éléments autoporteurs qui essentiellement sont construits avec de la poutre en I. Vous voyez ce que c'est une poutre en I? Une poutre en I, on entend beaucoup parler en métallurgie, mais en bois, ça existe aussi. Ok, Une poutre en I, il faut se la représenter mentalement. On a deux ailettes en haut et en bas,
et au milieu, on a une âme. Ok, Et ça remplace une poutre en bois, par exemple. Sauf d'accord. qu'une poutre en bois, au milieu, bah, vous avez du bois. Ce volume qu'on a dégagé, on peut le remplir par de l'isolant. Le concept, il porte sur ça, en fait. En construisant essentiellement avec de la poutre en ligne, on réduit quasiment tous les ponts thermiques liés à la structure. Après, il reste juste à agencer et à travailler sur les connexions, les connecteurs, pour faire en sorte que tout ça, ça tienne debout. C'est innovant, mais pour autant, il faut le prouver, quoi. Ça, c'est le principe du brevet. Le brevet, ça permet d'apporter une certaine crédibilité. Tout ça, on va dire, c'était la première phase de création d'entreprise. Gagner en confiance, il faut de la visibilité. De la visibilité, il faut de la crédibilité. En soi, c'est pas tant pour défendre le principe. Je pense que n'importe quel charpentier un petit peu malin aurait pu le trouver s'il avait eu le temps et il a eu l'occasion de faire une pause pour réfléchir et puis aussi d'avoir des contraintes qui nous ont permis d'arriver à cette conclusion-là. Mais en soi, c'est vraiment l'idée que quand on travaille en conception avec l'idée de résoudre les problèmes des ponts thermiques dans la structure, on arrive à proposer quelque chose d'innovant. Ok, Ensuite, ce brevet, si on va le consulter, on va voir qu'il est très adapté aux toitures plates. Et au fur et à mesure, nous, on l'a adapté aux fortes pentes, parce que les grandes constructions neuves, on trouve un peu de tout. Et donc, en adaptant le principe aux fortes pentes, on arrive à créer des fermettes industrielles, je ne sais pas si ça vous parle, des fermettes industrielles en poutre en I, qui nous permet, par exemple, d'agencer dans les rampants de toiture 30 à 35 cm d'isolant sans pont thermique. ouais, Et ça, c'est important, parce que plutôt que de générer une structure, on va corriger en rajoutant des couches d'isolant qui vont multiplier les opérations. En une seule opération, on arrive à apporter 35 cm d'isolant dans les parois, et c'est ici qu'on arrive à sécuriser le budget et à offrir de la performance à moindre coût. ok, ok. Parce que c'est la question sur laquelle je voulais rebondir. Quelles est par exemple, si on disait les trois principales différences entre une maison en bois classique et votre procédé? Vous avez déjà un petit peu répondu avec cette histoire de lame, etc. Si en particulier qui hésite entre vous et une autre société de construction de maisons en bois plus classique, comment est-ce que vous arriverez à le convaincre sur les trois principaux éléments qui vous différencient vraiment du potentiel d'entreprise concurrente? Oui, on va évidemment parler un petit peu technique avec le client, mais pas trop, parce qu'on risque Je le de le perdre. perdre assez rapidement, mais encore, je dirais que ça dépend du profil du client. Et surtout, en fait, ce qui revient le plus souvent, ce qui finit de conforter le client dans sa décision de travailler avec nous, c'est le discours sur le confort thermique. Ouais, On parle souvent de performance thermique, on va afficher des chiffres, des gens qui vont tout de suite comprendre. Et après, quand on parle de ressenti thermique, souvent on arrive à rentrer en phase avec les besoins et les intentions du client. Le ressenti, bah, ça va être parler de l'absence de zone froide dans les parois, le confort d'une maison en été, la différence de fraîcheur entre l'intérieur et l'extérieur en été. vous Ça va avez être à garder une maison fraîche l'été et justement bien chauffer l'hiver sans déperdition. Oui, exactement. Une maison qui se rapproche ou qui est même au standard du passif, en général, le problème du chauffage se pose même plus. En général, les premiers clients, les clients qui arrivent vers nous, ils ont une espèce d'angoisse sur la question du chauffage parce qu'ils viennent, ils quittent ou alors ils ont l'intention de quitter une maison qui est très énergivore et qui va leur coûter 2000 à 3000 euros de facture énergétique par an, rien que sur le poste de chauffage. Et quand ils viennent vers nous, ils ont vraiment cette crainte-là. Nous, on leur dit, mais en fait, le souci, il va pas être sur le confort d'hiver, il va surtout porter sur le confort d'été. C'est là qu'il va falloir faire très attention. Parce qu'on sait pertinemment que au bout de 6 mois d'usage, ou même une année d'usage, hein, parce qu'on va laisser passer la saison d'hiver à la saison d'été, le chauffage n'est même plus une préoccupation. C'est très facile de chauffer une maison au standard du passif. Ça me parle beaucoup en ce moment ce que vous dites parce que on a justement l'idée de racheter la maison de nos grands-parents avec mon frère. Et c'est une maison normande qui a été achetée dans le milieu des années 50. Exactement ces tarifs-là qui sont payés aujourd'hui par an en énergie tout simplement. Oui, On regarde des solutions comme ça, enfin, pas de reconstruire toute la maison, mais plutôt de bonne isolation pour pouvoir gagner là-dessus, quoi. Et là, justement, aux maisons, par rapport à des maisons moyennes, on voit qu'elles peuvent réellement consommer jusqu'à 15 fois moins d'énergie qu'une maison classique. Comment est-ce qu'on peut justement expliquer ça par rapport à ce que vous nous avez dit aussi juste avant? oui, on peut trouver ces chiffres-là, oui, sur Internet. Il faut bien s'imaginer que ce sont des chiffres qui représentent des conditions d'un bout à l'autre du spectre. On a la maison la plus énergivore et d'un autre côté, on a la maison la plus performante.
Oui, Pour vous donner un exemple, nous, dans notre maison, qui fait 100 mètres carrés, on consomme environ 200 à 300 euros de chauffage par an. ok. Voilà. Elle est au standard du passif. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Maintenant, passoire thermique, c'est le terme qu'on utilise pour définir une maison qui est vraiment très très mal isolée. Là, effectivement, on va se retrouver avec des factures de 2000, 3000, parfois 3500 euros à l'année. Pour une raison simple, hein, c'est que toute l'énergie que vous produisez à l'intérieur disparaît par les murs, par les fenêtres. Elle s'échappe dehors. Ouais. Tandis qu'une maison performante, avec une isolation qui fait barrage, très très peu de déperdition thermique. Donc oui, ça paraît surprenant, mais il peut y avoir ces écarts entre deux maisons à l'opposé du spectre. Et pour juste une idée environnementale, c'est quelque chose qui fait beaucoup plus de sens de plus en plus aujourd'hui. Des maisons qui consomment moins pour Oui, bah, tout à toutes fait. ces Ouais. choses. Mais même en construction neuve, nous on le voit en passif par exemple, il y a plusieurs chemins techniques pour produire du passif. Mais on peut avoir une maison en passif très performante à l'usage, mais qui a coûté beaucoup en énergie grise. Hmm. C'est-à-dire qu'on va multiplier les moyens pour obtenir une résistance adéquate. En plus, dans le passif, il faut savoir il y a des prestations qui sont obligatoires, comme par exemple le triple vitrage, qui est clairement conçu pour des pays nordiques, et qui ne fait pas forcément sens. Par exemple, là où nous nous trouvons, où nous fabriquons des maisons, en Dordogne, on n'a pas beaucoup d'intérêt à mettre du triple vitrage, on n'a pas des hivers rigoureux. Et je dirais même que les endroits aujourd'hui où on met du triple vitrage, ce sont plus pour des raisons de confort d'été. Ce sont plus pour régler les problèmes de confort en Ouais, hiver. ok. D'ailleurs, du coup, vous êtes situé en Dordogne. Est-ce que vous construisez seulement autour de chez vous ou est-ce que vous construisez partout en France, même dans d'autres pays? Non, 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 on construit, alors pour le coup, localement, ce qui n'a rien à voir avec l'intitulé de l'entreprise Local House. Ouais, Oui, on n'est pas suffisamment structuré pour travailler en région. Et je dirais même que dans la région, il y a des endroits où on ne peut pas aller. En général, on travaille à une heure et demie autour de l'atelier. Après, ça devient difficile. Alors, effectivement, on peut avoir des clients qui nous appellent, des fois à l'autre bout de la France. C'est tout simplement que c'est compliqué, c'est malheureusement, vous difficile. pouvez pas les prendre. Ça, c'est une question qui me vient spontanément. Est-ce que vous pouvez nous parler des deux ou trois chantiers où vous êtes le plus fier de ces réalisations-là? Les deux ou trois réalisations dont vous êtes le plus fier? Ouais. Par exemple, je sais pas, une demande qui était assez particulière et du coup, ça donne quelque chose d'assez sympathique ou des choses comme ça. Est-ce que vous en avez en tête? Bah, le premier projet dont je vous parlais tout à l'heure, Ouais, pour le partenariat qu'on a développé avec l'architecte, là, pour nous, c'était une véritable expérience. C'est très très bien. Pour un premier gros projet, ça nous a vraiment permis de tester le concept. Après, je regarde mon épouse en même temps. Ah oui, les plus locaux, Témiac, où là, effectivement, il y avait des interfaces béton, ossature bois, construction bois, qui permettaient vraiment de... Alors, même si on n'a pas véritablement travaillé sur le concept, ça nous a vraiment permis de comprendre les interfaces, justement, entre le béton et le bois, en sachant que le béton, bah, c'est un pont thermique par nature, et que le bois, il est là pour corriger tout ça. Et là, pour le coup, on n'a pas travaillé avec un architecte. L'architecte était un donneur d'ordre, et on a vu tous les problèmes que ça a causé, et tous les ouais, surcoûts que ça a produit. Là, j'imagine. sur ce chantier-là, c'est le contre-exemple. Il y en a beaucoup qui L'architecte. sous-estiment l'utilité d'un architecte ou d'un maître d'œuvre dans des projets d'ampleur. Non, c'est pas pour remettre en cause la légitimité de l'architecte. C'est dommage de ne pas avoir discuté avec les techniciens en préalable, parce qu'on aurait pu éviter plein de surcoûts. Ouais, ouais, In fine, c'est toujours le client qui paye. c'est ça. Même si l'idée est belle, quand on regarde ce projet à la loupe, le projet, esthétiquement, il aurait ressemblé au même. C'est juste qu'en conception, on aurait fait différemment. On aurait peut-être divisé par un tiers le coût de la construction. Parce qu'il y avait des doublons. Parce qu'on a traité les problèmes que lui-même il a générés en conception. On a certains de nos clients qui ont eu des histoires comme ça, où eux, ils ont l'habitude de faire, par exemple, des rénovations qui tournent entre 10 000 et 20 000 euros, des entreprises générales, donc, pour refaire des salles de bain ou des choses comme ça, et qui un jour tombent sur un gros projet d'une rénovation totale à 80, 100 000 euros. Et en fait, ils décident de pas faire appel à un architecte ou à un maître d'œuvre. Ils se disent qu'ils peuvent récupérer cette Mhm. marge-là. Et en fait, c'est les chantiers qui apportent le plus de problèmes parce qu'ils sont pas du tout habitué à aller gérer ce type-là Oui. de chantier. Moi, je pense sur des projets de grande envergure, le maître d'œuvre, qui est souvent l'architecte, il est nécessaire. Il est nécessaire pour, justement pour gérer toutes ces interfaces. La collaboration entre les artisans, c'est Bien sûr. vraiment nécessaire. Parce que nous, on va être limité.
sur des petits projets, alors je parle d'une maison individuelle, on va pouvoir gérer cette maîtrise d'œuvre entre nous. Mais sur des grands projets, le maître d'œuvre est quand même nécessaire pour gérer ces problèmes de communication. C'est sûr. Le plus gros problème, c'est ça, hein. C'est qu'avec la construction moderne, il y a beaucoup de nouvelles pratiques qui sont mises en place. Je pense notamment à l'étanchéité à l'air. C'est pas vraiment un métier aujourd'hui. C'est un peu le métier de tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Il y a pas de poste dédié à l'étanchéité à l'air. Pour autant, quand le charpentier il a fait son étanchéité à l'air un peu partout dans sa maison, bah derrière, le plombier, l'électricien, il va passer. Mais s'il a besoin de faire un trou dans la paroi, il va la faire, mais il ne va pas penser forcément à la reboucher. Et c'est à l'architecte de gérer ce genre de détails. Et Ouais, c'est c'est clair. assez compliqué parce que tout ça, ce sont des pratiques nouvelles. Ah, je me souviens plus de quel était ce forum exactement. On y était allé l'année dernière avec mon associé. C'est le forum où il y a toutes les innovations justement dans le secteur du bâtiment, etc. Je sais pas si ça vous parle. Batimat, peut-être, à Paris? Je sais plus Oui. exactement. Mais en fait, il y a des techniques qui s'améliorent et qui changent presque toutes les années. Bien sûr, c'est quelque chose qui est bien pour les entreprises qui font ça parce que c'est des nouvelles choses à montrer justement à leurs clients qui sont en recherche de toujours quelque chose de plus performant, de plus technologique, etc. Mais j'ai trouvé ça super intéressant. Si vous voulez, on peut passer à la partie donc business et modèle économique. Là, comment est-ce que l'entreprise concrètement gagne-t-elle de l'argent? Est-ce qu'elle a une marge sur la construction ou sur l'innovation? Comment est-ce que votre modèle économique Oui, oui, est oui. géré? Sur l'innovation, non, pas vraiment. Le plus difficile, avec un concept innovant, c'est de pouvoir définir le juste prix, le prix. Ouais, Parce que comme on sort des habitudes, on sort donc des ratios habituels quoi, de coûts. Et donc tout ça, il faut l'expérimenter. Et ça va forcément se faire année après année. Quand on démarre l'entreprise, on commence avec un projet ou deux projets par an. Donc ça veut dire un retour, deux retours par an, qui est pas énorme. ce qui n'est pas énorme. Le temps de faire l'analyse et le retour, de mettre tout ça dans l'Excel, de comparer, ça prend du temps. Aujourd'hui, ça fait 8 ans. On a une cinquantaine de projets. Je dirais que avant de trouver et de définir des prix justes qui collent à la réalité du terrain, ça nous a pris 3-4 ans. Ok. Et en nombre de projets, c'était à peu près à partir de combien de projets où c'était plus clair pour vous? Ouais, je dirais au bout d'une dizaine de projets, ça commence à Ok. être clair. Le temps qu'on Ok. y passe, le temps des réajustements aussi. Il y a des choses qu'on faisait au démarrage, qu'on ne pratique plus maintenant, ça s'est stabilisé. Le temps aussi, parce qu'aujourd'hui on est une entreprise de 7 personnes. Chacun va aussi apporter sa propre expérience. Donc nous, on s'adapte, on réajuste. Oui, le plus dur, c'est d'afficher un prix juste qui colle, de ne pas perdre d'argent, ce qui a pu nous arriver au démarrage. C'est pas grave, hein, tant qu'on ne fait pas faillite, tout se passe bien. Mais surtout, sur le prochain chantier, de réajuster et de corriger. Faut pas se tromper 3 ou 4 fois. Et justement, enfin, j'imagine que tous les projets sont différents. Là, vous avez une fourchette de prix de construction, par exemple, en moyenne au mètre carré de ce que Oui, vous faites? oui, 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 oui. Oui, aujourd'hui, je parle de clé en main. Parce que Mhm. nous, on n'est pas constructeur de maisons individuelles, mais on est capable de produire une maison clé en main avec notre réseau d'artisans aujourd'hui. Et je me rappelle très bien quand on a commencé l'entreprise en 2018, on savait proposer des maisons clé en main à 2000 euros TTC du mètre carré, surface de Ok. plancher, Ok. ce qui était très, très, très correct. Parce que là, on proposait des maisons à haute performance thermique à 2000 euros TTC du mètre carré. Aujourd'hui, c'est clairement plus possible. Il y a eu la hausse des matériaux, l'inflation qui est passée par là. Aujourd'hui, après plusieurs bilans, on fait 2500 TTC surface de plancher du mètre carré. Et on est en Dordogne, ça aussi, il faut le préciser, on n'est pas à Paris. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des aides ou des subventions que vous pouvez proposer aux clients justement pour des maisons qui sont moins énergivores, qui sont justement plus passives? Est-ce qu'il y a des aides comme ça qui existent aujourd'hui, même si les aides elles viennent. Non, en construction neuve, il n'y a aucune aide. Il n'y a pas Mhm. d'aide en construction neuve. L'aide, elle porte essentiellement sur la rénovation Ouais, énergétique. Nous, on dirait la rénovation, on en fait très très peu. À chaque fois qu'on a fait de la rénovation avec les porteurs de projets, ils sont rarement passés par des subventions du type ma prime rénov, par exemple. Parce qu'in fine, ça leur coûtait presque aussi cher que si ils devaient financer par eux-mêmes, quoi. ouais, Il n'y avait pas un j'imagine. gros écart. Les aides de Vraiment ma pas un prime gros à neuf, écart. c'est pas une personne qui a le budget de se construire sa propre maison. Après, ben, enfin, c'est pas du coup forcément une Non, personne il qui n'est est. pas du tout concerné par les subventions. Malheureusement, il n'y a pas d'aide d'État. Ce qu'on apporte dès le départ, c'est un bâtiment qui est sans défaut. En tout cas, c'est la vocation.
Un bâtiment bien conçu, sans défaut, avec 30, avec une résistance de 8. En général, l'Aéro 2020, elle exige 5 à peu près, entre 5 et 6. Nous, seuil pour nous, c'est 8, 9. Parce qu'on Ouais. part sur 30 centimètres d'isolation. Donc, une fois qu'on a proposé quelque chose de très solide dès le départ, des équipements, bah forcément, on en a besoin de moins. Généralement, les gens, quand ils viennent avec la crainte d'une maison qui coûte cher, ils veulent surdimensionner leur système de chauffage. On a dit attention, là, vous surdimensionnez, vous allez avoir trop chaud. Vous allez Ouais. ouvrir vos fenêtres en hiver. Mm. Et c'est pareil pour, par exemple, les panneaux solaires. Ils viennent souvent avec l'idée qu'ils recherchent l'autonomie. On a beaucoup de clients qui veulent atteindre l'autonomie énergétique. Donc, ils veulent installer leurs panneaux photovoltaïques. On leur dit, bah, on va faire ça par étapes. On produit la maison. Vous vivez 1 ou 2 ans dans votre maison. Vous faites un bilan. Et nous, on va installer sur le toit la quantité de panneaux nécessaires pour arriver à l'autonomie énergétique. Souvent, ils ont tendance à surdimensionner leur installation. Et ça, c'est hyper apprécié par le particulier en plus. Oui, le but, c'est pas d'aller dans la surenchère. En général, ça va pas leur apporter grand-chose. Ils vont produire de l'énergie qui va leur rester entre les bras. On peut pas stocker, à moins de Leur passer vendre. en... Si vous voulez, souvent, généralement, la formule, c'est en photovoltaïque, c'est de l'autoconsommation avec la vente de surplus. Mais l'intérêt, c'est d'autoconsommer le maximum. C'est pas de revendre le maximum parce que le prix d'achat est pas très intéressant. C'est clair. Ok, je comprends. Si vous voulez, là, on passe à la partie où c'est quelques petites questions pour revenir sur un petit peu votre parcours, etc. Et le but, c'est on me pose une question et la réponse, ça doit être rapide et limite immédiate dans la tête. Du coup, un projet mémorable où il y a eu des challenges, plus vous avez trouvé du coup des solutions. Et ben, ce fameux chantier de 300-400 mètres carrés Votre avec premier les projet. tâches. Quelle est la différence entre construire une maison très grande vs construire une maison petite? Est-ce qu'il y a des grosses différences par rapport à ça et quelles sont-elles? Oui, une maison très grande, ça va être le défi structurel. Mhm. Plus c'est grand, plus il y a des contraintes. Est-ce que vous avez déjà eu des retours clients qui étaient choqués entre guillemets des factures d'énergie qui baissent ou de la différence thermique de leur ancienne maison? Est-ce que vous avez, enfin, c'est quoi les meilleurs retours clients que vous avez eu par rapport à ce que vous faites? Ça a Mhm. toujours été très positif. On a des clients assez particuliers qui font leurs propres études, leurs propres carnets, qui remplissent des fichiers Excel. Et ça, pour nous, c'est intéressant. C'est un véritable retour sur expérience. C'est clair. Je serais ce type-là de client, je pense, qui analyse tout après. J'adore ce type de choses-là. Oui, puis on voit l'investissement du client sur son projet. En général, construire, c'est pas anodin. Émotionnellement, ça engage beaucoup. Et il y a des clients qui sont vraiment investis dans leur projet de construction. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt le profil de nos clients en général. Ils arrivent, ils savent ce qu'ils veulent. Mhm. C'est plus agréable en soi, non? Ouais. Ensuite, si on devait parler des retours, c'est vrai que nous, dans notre propre maison, on a une institution, c'est une institution gouvernementale. Dans le cadre du projet CRL, ils ont fait une expérience sur cette maison-là. Ils ont mis en chauffe la maison pendant 3 ou 4 jours avec des volets fermés à 30 degrés, conditions extrêmes. Et tout ça pour mesurer les déperditions thermiques sur l'enveloppe, avec des capteurs un petit peu partout. Et le résultat a été très satisfaisant parce qu'on était largement dans les standards du passif. Et ça, pour nous, ça a été une chance de pouvoir tester de façon très expérimentale, rationnelle, scientifique, les résultats de la maison. J'imagine. Du coup, tous vos clients sont des particuliers aujourd'hui. Les nouveaux clients que vous avez, par exemple, les 5 derniers clients que vous avez eus, d'où est-ce qu'ils viennent? Ils vous ont trouvé sur Internet? Est-ce que c'était du bouche à oreille? Comment est-ce que vos clients vous trouvent aujourd'hui? Oui, sur Internet. On a des clients aussi avec qui on travaille, avec qui on étudie le projet depuis 5 ou 6 ans. Et puis ça se concrétise. 5 ou 6 ans, on est surpris parfois, mais ça nous arrive. C'est-à-dire que le projet a maturé de leur côté, le financement aussi. Et puis ils reviennent vers nous, ce qui est plutôt agréable parce que ça veut dire qu'ils nous font confiance dès le départ. Là, si on parle de 2024 et 2025, par exemple, vous avez pris combien de projets sur ces 2 années? Maintenant, on arrive à un stade où on est 7 personnes dans l'entreprise. Sur l'année, on ne peut pas prendre plus de 5 ou 6 projets. C'est pas Ok, possible. Avec 7 personnes, normalement, c'est pas possible de prendre plus. Et si on en avait plus, il faudrait qu'on embauche du personnel, ce qui n'est pas un problème en soi, hein. Le Hmm, problème, c'est de le trouver. c'est sûr. C'est vrai qu'on n'a pas évoqué ça. On est donc 7 personnes dans l'entreprise, des personnes toutes très compétentes. On a Ouais, mis du temps à trouver. Et aujourd'hui, si on voulait trouver d'autres compétences, c'est très difficile. Parce que on a dans le secteur du bâtiment, la filière technique, elle est encore
mal regardé, mal apprécié par l'opinion. On a l'impression qu'on va être technicien toute sa vie, travailler en atelier ou en chantier. Ce qui d'ailleurs n'est pas dégradant, hein, c'est une sacrée expérience. Mais souvent, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a des évolutions de carrière qui sont possibles. C'est même dommage qu'il n'y ait pas plus d'évolution de carrière. Quand on voit une personne qui a 20 ans d'expérience dans la construction de bois, il est destiné à rentrer dans le bureau d'études. Il sait de quoi il parle. Il est destiné à faire de la conception. Il va forcément s'en sortir beaucoup mieux qu'un étudiant qui sortirait d'une école d'ingénieur. Je ne dis pas que c'est envisageable aussi, mais il y a toute l'expérience derrière qui va l'aider à voir les choses de façon plus claire. Bien sûr. Et ça, oui, on peut le regretter. Mais on n'y peut rien, hein. C'est pas nous qui produisons cette image. Je pense que c'est plutôt le rôle des institutions. Là, il y a deux questions qui me viennent en tête. Quel est le rôle justement des 7 personnes qui sont chez Local House et comment est-ce que vous les avez trouvées, justement, ces personnes qui sont du coup super compétentes chez vous? Bah, je pense on a la chance d'avoir une bonne réputation. Donc, je pense qu'on est une entreprise relativement familiale, sociale. A priori, les salariés viennent vers nous d'abord pour ça. On sait déléguer, ça aussi c'est très important. On n'est pas dans le tout contrôle. On laisse faire, les idées sont bonnes à prendre. Ils sont responsables, ils sont autonomes, ils savent ce qu'ils ont à faire. Je pense que c'est assez apprécié. Ensuite, bah, c'est limité parce que des personnes qui ont 20 ans d'expérience, il n'y en a plus beaucoup sur le marché du travail, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on sera toujours limité, ou en tout cas on va l'être de plus en plus. Je me rappelle, autrefois, on pouvait trouver facilement des entreprises de 20 à 30 personnes. Aujourd'hui, c'est très difficile. Et parce qu'il y a aussi la tendance de justement plus se mettre à son compte et de ne plus avoir quelqu'un au-dessus de soi Oui. qui lui dit quoi faire. Enfin, pour ma génération, je veux dire. Moi, j'ai pas de. Non, non, mais c'est tout à fait envisageable. Il faut faire attention. Tout métier, il faut de ces 10 000 heures de pratique. Donc, on voit beaucoup nous, de jeunes qui se mettent en entreprise après une ou deux années de pratique. Nécessairement, il va manquer un peu d'expérience. C'est normal. Mais c'est pas grave, hein. On peut se faire son expérience aussi sur ces années d'entrepreneuriat. Le plus gros problème avec ces personnes-là, c'est qu'elles oublient aussi que se mettre à son compte, c'est devoir faire, je sais pas si c'est un carreleur, c'est poser le carrelage, mais c'est aussi gérer l'entreprise, gérer les clients, la trésorerie, gérer la comptabilité. Le travail d'entrepreneur, c'est un travail multitâche. Exactement. Nous, le souci, c'est quand on manque un peu d'expérience, on va se rajouter du travail au-dessus de ce qu'on ne maîtrise pas tout à fait bien. Donc c'est là que ça commence à devenir peut-être un peu compliqué pour un jeune entrepreneur. C'est sûr. En finaliser, est-ce qu'on peut parler justement des tendances de la construction bois et de la basse consommation en France sur les dernières années? Je crois qu'elle a pas mal, s'est pas mal développée, et justement avec l'entreprise, etc. Comment est-ce que vous avez vu cette tendance-là Oui, passer? bah, en fait, on l'a vu très tôt. Bon, les réglementations thermiques, elles existent hein, depuis la crise pétrolière 1973. Le niveau d'exigence des réglementations, elle n'a fait qu'augmenter. Évidemment, le passif a mis la barre un petit peu plus haut, mais grosso modo, on s'en rapproche. On le voyait venir de toute façon. On voyait que ça montait en compétences et en exigence. Et c'est pour ça qu'on s'est tout de suite situé sur le marché de la performance et on a tout de suite communiqué sur le passif. Et ça a été une très bonne stratégie parce qu'aujourd'hui, quand on regarde sur une carte, spécialisé passif, nous, sur notre secteur, il n'y a aucune entreprise spécialisée à 200 km à la ronde. Tous ceux qui pensent passif viennent vers nous. Ok, ok. Bah pour terminer justement cette interview, ce podcast, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 5 prochaines années pour Local House? De la stabilité, ça De la serait bien. stabilité? Alors ça dépend pas de nous, mais on voit que bon, politiquement, économiquement, on est en dents de scie. Je pense que toutes les entreprises ont besoin de voir un peu loin, de se projeter pour planifier tout simplement. Peut-être une véritable, des efforts de communication sur la filière technique. Il faut valoriser vraiment cette filière. Elle n'est pas assez mise en valeur. Ça, je suis pas allé checker, mais est-ce que vous avez une chaîne YouTube ou des choses comme ça? Parce que ça, je sais que c'est des choses qui sont de plus en plus faites par, que ce soit dans le bâtiment, mais dans d'autres secteurs aussi, pour, enfin, utilisé comme moyen de communication pour démocratiser justement certains concepts qui sont encore trop peu connus du grand Ouais, public. ça serait probablement une très bonne stratégie. Nous, c'est juste le temps qui va nous manquer. Hmm. Voilà, on vous fait confiance pour ça. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, Mathieu. Merci.